Le site culturel Koutamakou fête ses 10 ans cette année. Ce soir, gros plan sur un autre attrait de ce site pittoresque, la femme Otamari, son aide et son paraître. Première élection libre et démocratique ce dimanche en Tunisie. Plus de 5 millions d'électeurs étaient aux urnes pour choisir leur futur président parmi les 22 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. Et puis fin hier de la 4e édition de la Biennale de la mode au Togo, Bimode 228. L'apothéose a été marquée par le défilé des créations de 20 stylistes qui ont partagé l'excellence d'une génération à une autre. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Le processus d'élaboration d'un nouveau code foncier au Togo suit son cours. Cette semaine, ce sont les leaders communautaires et autorités de la région des Savanes qui ont fait part de leurs préoccupations aux responsables de l'ONG Autopromotion pour le développement humain durable. Préoccupations susceptibles d'être prises en compte lors de l'élaboration finale du précieux document. Désiré. Ils sont les acteurs et autres autorités de la région des Savanes en concertation sur l'avant-projet du Code foncier du Togo. Une rencontre à mettre à l'actif de l'ONG Autopromotion pour un développement humain durable, ADHD, appuyé par Pasquena. Objectif, amener les uns et les autres à contribuer à leur niveau à la mise en place d'un Code foncier inclusif, participatif, accepté par tous les Togolais. Nous voulons rassembler les recommandations qui seront formulées par les populations à la base même et ces recommandations seront résumées dans un document que nous allons appeler le document de plaidoyer qui va permettre à nous, membres de la société civile, d'approcher le maître d'ouvrage qui est le ministère de l'urbanisme et les députés à l'Assemblée nationale avant qu'ils votent cet avant-projet de code foncier. Les problèmes fonciers de la région des Savanes, désormais connus, supposent que les préoccupations à la base sont prises en compte par l'avant-projet du code foncier qui, une fois adopté, ne suscitera pas de grincement dedans. Parlons toujours du foncier. L'accès des femmes à la terre est un gros défi à relever. Plusieurs acteurs œuvrent pour corriger cette injustice. Plaidoyer pour un meilleur accès des femmes à la terre dans la préfecture de la Koza. C'est le titre d'un projet qui vient d'être lancé à Kara. Il sera mis en œuvre par l'ONG Aprodif. Action pour la promotion et le développement intégral de la femme et de l'enfant. Nestor Mozo. Dans la plupart des communautés au Togo, la femme n'hérite pas de la terre. La préfecture de la Koza ne fait pas exception. Pour rompre avec cette discrimination, l'ONG Aprodif, Action pour la promotion et le développement intégral de la femme et de l'enfant, a élaboré un projet intitulé Plaidoyer pour un meilleur accès des femmes à la terre dans la préfecture de la Koza. Les contours du projet ont été expliqués aux différents acteurs au cours de cet atelier de lancement. Ce projet est tellement lié à la recommandation 28, alinéa 3 de la CVJR, qui stipule qu'il faut promouvoir ou faire la promotion des droits des femmes, il faut faire aussi la promotion des droits de l'homme. Et c'est dans ce sens que l'ONG a élaboré ce projet et a bénéficié du financement de Pasquena en vue de plaider pour que les femmes aient accès à la terre en tant que propriétaires. Dans le plaidoyer, c'est d'amener le préfet à ce qu'il puisse prendre une décision en demandant aux chefs cantons et des villages de bannir les règles coutumières interdisant l'accès des femmes à la terre. Dans la préfecture de la Koza, Aprodif est l'une des 3 organisations non gouvernementales à être cooptées par le projet d'appui à la société civile et la réconciliation nationale Pasquena dans la mise en œuvre de certaines recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Les 2 autres sont l'Association togolaise des personnes handicapées de la Koza à Tofak et la Commission épiscopale Justice et Paix du diocèse de Kara. Un phénomène qui est également d'actualité dans la région culturelle Koutamakou. Et ce soir, nous allons justement à la découverte de la femme Otamari dans son milieu qui, il y a 10 ans, était inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la ministre en charge de la culture, Koumé Alouanate, lors de son passage à l'apothéose des 10 ans du site, a été d'ailleurs baptisée Tapuenta.
Des précisions avec Adolphe Paca. La femme Otamari, expression de la beauté et de la richesse de la diversité dans ce paysage culturel Koutamako, par son accoutrement, son attitude et toutes les considérations sociologiques qui l'entourent, elle reste un symbole fortement présent dans la société tamari. La femme est la beauté et elle a ses parures telles que lors d'initiation, il y a le baudrier qu'elle porte, des perles, tout ça là, la jupe, pour montrer qu'elle est très belle. En elle la vie, en elle aussi la paix et la cohésion sociale, puisque c'est elle le moteur de l'éducation qui prend ses racines au foyer. Et c'est aussi elle qui prend soin de la Tankieta, l'habitat traditionnel légendaire des Patamariba. Et on dit sans la femme, pas de Takieta, parce que c'est elle qui embellit la maison. Au même moment, si vous regardez la Takieta, ces parures là, ça ressemble, ça reflète la beauté de la femme. Un pays Tambema, lorsque les gens devaient s'affronter avec des flèches ou des massues, si la femme intervenait, cela pouvait s'arrêter parce qu'elle est symbole de la paix. Mais la femme Otamari, pour renaître, doit suivre l'initiation pour devenir une tapointa, c'est-à-dire la beauté de l'animal à l'image de la gazelle ou de l'antilope. Ça rentre dans l'élément même spirituel au niveau de Takienta, au niveau même des initiations, au niveau même du culte des ancêtres, tout ce qu'on a eu à faire à la ministre. Aujourd'hui, vous êtes initiés. Tamari, la femme d'abord. Je vais vous coiffer. On va voir comment. On va Merci d'avoir fait de moi une tapuenta. Ça montre que c'est une initiée qui, même après son initiation, continue le chemin pour vraiment regrouper et mettre la paix au niveau de la société. Fort de ses qualités, elle est désormais gardienne des us et coutumes. Elle a sa place au niveau des anciens et peut participer aux cérémonies initiatiques des jeunes et aux libations en l'honneur des membres des ancêtres. Le ministre de la Culture fait donc partie désormais de la grande famille des Tapuenta. Le 20 novembre dernier a été célébrée la Journée internationale des droits de l'enfant. Une occasion trouvée une fois encore pour tirer la sonnette d'alarme sur la précarité de la vie de milliers d'enfants dans le monde. Au Togo, plusieurs initiatives sont prises pour assurer un développement harmonieux aux enfants togolais. Christine Fedjekialoude. 9 mois après son adoption le 20 novembre 1989, le Togo a ratifié la Convention relative aux droits des enfants, CDE. Elle protège les enfants en fixant des normes en matière de soins de santé, d'éducation, de services juridiques, civils et sociaux. Le Togo a accepté d'honorer les engagements de la Convention et depuis, les actions en faveur des enfants vont en se renforçant. Pour accélérer la réduction de la mortalité infantile et des mères, la CARMA a été lancée. L'éducation pour tous est également une des priorités du gouvernement. Des insuffisances sont certes relevées dans les derniers rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention dans certains domaines. Toutefois, il y a de quoi se réjouir. Le gouvernement a premièrement reconnu le droit à l'éducation à tous les élèves jusqu'à 15 ans. Et pour cette raison, il a rendu les frais scolaires gratuits. Les réalisations en termes de bâtiments sont énormes. Aujourd'hui, l'école, surtout l'école publique, prend des précautions pour que, d'abord dans la construction des bâtiments scolaires, les handicapés puissent avoir facilement accès. L'enfant de la naissance a droit à une identité. Le Togo fait des efforts aussi dans ce sens. De 30 jours, le délai pour la déclaration des naissances est passé à 45. Le traitement dégradant et le travail des enfants sous toutes les formes sont combattus. Si le code de l'enfant a été retravaillé par le gouvernement avec l'appui des partenaires, c'est dans le souci de mieux défendre les intérêts des enfants.
Le point positif que nous apprécions au niveau de l'État, c'est que les enseignants ne tapent plus à l'école, mais en même temps, nous trouvons d'autres moyens pour amener les enfants à étudier. Le gouvernement togolais a posé des actes et a fait des avancées en matière de lutte contre la traite des enfants et des personnes au Togo. La prise en compte de l'opinion de l'enfant est une règle de principe posée par la CDE. L'article 9 du Code de l'enfant l'a repris et toutes les initiatives nationales entreprises depuis 2005 selon les derniers rapports périodiques pour asseoir un environnement protecteur de l'enfant au Togo sont restés fidèles à cet engagement qui met au premier plan la participation des enfants en vue de prendre en compte leurs préoccupations. Une innovation dans la construction au Togo, la technologie U. Une méthode qui permet d'utiliser très peu de bois lors du coffrage. Une bonne nouvelle pour les techniciens et artisans en bâtiment des savanes qui ont acquis les techniques de cette nouvelle méthode que nous fait découvrir maintenant Désiré Aloy depuis Dapan. Regardez et évaluez le nombre de poutres utilisées dans cette dalle. Conclusion, beaucoup de bois rentre dans les travaux de coffrage en bâtiment. Une pratique a changé pour protéger nos forêts. La technologie U, expérimentée depuis 1998, est une solution parce qu'elle réalise des constructions complètes sans ou avec peu de coffrage. Au lieu que nous attendons à ce qu'on nous coffre à un certain niveau pour que le béton dure au moins une journée avant de découvrir, nous voyons qu'à la minute, on peut aller jusqu'au finish. Vu d'abord le bâtiment, si ce n'est pas que nous on a suivi la formation, si on vous demande qu'on a mis l'armature du bas jusqu'en haut, certains vont nous critiquer. Donc l'intérêt, c'est que la technologie U permet de coffrer le mètre carré de coffrage 2 fois moins cher que le bois et 4 fois moins cher que les coffrages métalliques. Donc c'est une technologie qui est très rapide et moins cher. La technologie U non seulement contribue à la protection de l'environnement, mais aussi réalise une triple performance, bonne qualité, durable et moins chère dans la construction d'ouvrages en jouant sur les formes techniques et organisationnelles. Aucun bois n'a été utilisé. Les planches que nous avons été utilisées, c'est pour faire seulement les échafaudages. Donc après on les a délaissés là. Donc ce qui veut dire qu'avec cette technologie, on fait des bâtiments écologiques. Le chantier propre et, comme je l'ai dit, on laisse tranquille nos forêts. Maintenant, un autre programme de formation est prévu pour permettre de faire des dalles en béton armé sans aucun coffrage. Un perfectionnement professionnel pour renforcer dans ce sens les aptitudes et les connaissances des artisans et techniciens. La technologie U reste alors une méthode à s'approprier pour une nouvelle dynamique dans la construction bâtiment. Les ingénieurs et les architectes bénéficieront de cette formation. Et de leur côté, cette semaine à Thiéviers, les ouvriers polyvalents du bâtiment de la région maritime Est maîtrisent désormais la réalisation des ouvrages en blocs de terre comprimés. Une formation organisée par le Centre de la construction et du logement en collaboration avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ramdan Bassina. Développer les compétences théoriques et pratiques des ouvriers polyvalents du bâtiment afin de leur permettre de s'approprier les matériaux locaux. Tel est l'objet de cette formation qu'organise le Centre de la construction et du logement qui a élaboré des techniques de construction d'ouvrages en blocs de terre comprimés. Un rendez-vous avec ces artisans que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qualifie de pédagogique et en adéquation avec la politique de logement du gouvernement. Il y aura des modules qui seront développés à partir des indicateurs de qualité, d'abord de la matière première, des matériaux de construction eux-mêmes, de la lecture des plans et de l'implantation. C'est de faire pour que le secteur devienne un secteur porteur, pour que le vieux du Togo soit quand même développé au niveau du secteur de l'artisanat. La GIZ, le Fonds national d'apprentissage, de formation professionnelle et de perfectionnement, appuie cette session de renforcement des capacités de ces artisans. À terme, il s'agira de développer ces constructions en terre comprimée qui ont un avantage économique et environnemental. Et ces travaux de construction devront surtout tenir compte des normes environnementales, pour d'ailleurs appeler les populations à poser des actes devant protéger la couche d'ozone. Une caravane dite de l'environnement sillonne les régions du pays. L'étape des plateaux avec Yves Agbevivi.
La terre, la forêt, bref, l'environnement. Les bienfaits que ce dernier procure à l'homme sont incommensurables. Pourtant, il ne cesse de subir des dégradations de la part du même bénéficiaire. En vue de sensibiliser le peuple togolais à adopter les meilleures pratiques, cette caravane, dite Caravane nationale de l'environnement et du développement durable, a été initiée par le ministère en charge de l'environnement. À cette deuxième édition, la caravane au niveau régional des plateaux a parcouru les artères de la ville d'Atapamé avec pour point de chute l'évêché de la dite localité où, après l'ouverture officielle de cette édition par le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement, Adignon Tokoro, le public a visité des expositions en faveur de l'environnement. On a démarré à Tivé, il va falloir passer dans toutes les régions pour faire passer le même message, c'est-à-dire l'arbre pour lutter contre la dégradation des sols et lutter contre également la pauvreté à la base. En vue de rendre pérenne la lutte pour l'environnement, les élèves ont été sensibilisés à travers des causeries débats, des questions-réponses dotées de prix et des sketchs. Nous sommes avec les jeunes élèves qui sont la relève de demain. Nous voulons faire d'eux des éco-ambassadeurs, et les inculquer les bonnes manières et pour qu'ils viennent avec des idées novatrices. Placé sous le thème « Forêt, solution pour freiner la dégradation de la terre et lutter contre la pauvreté à la base », la caravane nationale de l'environnement édition 2014 se poursuivra à Sokodé, après Tchéji et Atapamé. Hors du Togo, la lutte contre la fièvre hémorragique s'intensifie et se diversifie. En Guinée, le gouvernement a mis en place des centres de transit, histoire de pouvoir prendre en charge des cas suspects et désengorger ainsi le grand centre de traitement de la capitale. C'est un centre de transit tout juste sorti de terre. Objectif, désengorger la grande unité de traitement Ebola à Conakry, à 100 km de là. Ici, on compte une dizaine de lits pour accueillir tous les cas suspects. Et c'est seulement une fois le diagnostic posé et confirmé que les malades sont envoyés à Conakry. Ce centre de transit nous permet non seulement de le prélever, mais de le suivre et comprendre l'évolution de la maladie. Si ça mérite le transfert vers un centre de traitement Conakry, on le transfère. S'il guérit, dans tous les cas, avant qu'il ne continue, il est bon qu'il soit suivi d'abord au centre de transit. 22 personnes travaillent ici, tous volontaires. Pour eux, le danger, ce n'est pas seulement le virus, c'est aussi la stigmatisation. Je n'ose même pas dire aux gens que je travaille ici. Donc, s'ils comprennent que toi, tu travailles ici, donc ils vont t'écarter. Là où, partout où tu passes, ils vont t'indexer. Il y a quelques semaines, une équipe de la Croix-Rouge a été prise à partie alors qu'elle emportait le corps d'une femme morte d'Ebola. À Forêt-Caria, certains ne croient toujours pas à la maladie et alimentent les rumeurs les plus folles. Cet homme, par exemple, accuse les agents du centre de santé d'être derrière l'épidémie. Si vous me posez la question à moi, je vous dirais que ça a commencé à cause de ces gens. On ne peut pas boire de l'eau ensemble parce que je sais que ce sont des assassins. Des rumeurs qui se mêlent à la peur. Plus personne ou presque n'ose s'aventurer à l'hôpital de la ville. La crainte d'être contaminé par le virus. Première visite du chef du gouvernement français en Afrique subsaharienne. Après le Tchad hier, Manuel Valls est arrivé ce dimanche au Niger. Une visite qui s'inscrit dans le projet de soutien des pays africains par la France dans la lutte contre le terrorisme. Après s'être rendu au Tchad samedi, Manuel Valls est arrivé à Niamey, la capitale du Niger, pour sa première visite en Afrique subsaharienne depuis sa nomination à Matignon. Il a été accueilli par son homologue nigérien. Manuel Valls a réservé sa première visite aux militaires français détachés sur la base de Niamey. 300 hommes de l'armée de l'air, notamment engagés dans l'opération Barkhane de lutte contre le terrorisme. Outre 3 avions de combat Mirage 2000, la base abrite 4 drones d'observation destinés aux missions de renseignement. Devant les militaires français, Manuel Valls a voulu saluer l'efficacité de l'opération Barkhane et la pression qu'elle exerce sur les terroristes. Après ces interventions, nous pouvons maintenir sur eux une pression et nuire à leur capacité d'action. Nous pouvons aussi couper leur ligne de ravitaillement. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective, nous en avons beaucoup parlé depuis hier, qu'une base avancée
temporaire sera prochainement déployé à Madama, au nord-est du Niger. Outre ce nouveau déploiement militaire au Niger, Manuel Valls a également confirmé que des Mirages de l'armée française seraient bientôt positionnés en Jordanie pour lutter contre l'État islamique en Irak. Lors d'une conférence commune avec son homologue nigérien, Manuel Valls a rappelé que le Niger était un partenaire stratégique incontournable pour lutter contre le terrorisme. Le Premier ministre nigérien ajoutant que les pays du Sahel n'étaient pas les seuls concernés. C'est des menaces qui interpellent l'ensemble de la communauté internationale parce qu'elles peuvent se retrouver partout ailleurs dans le monde. D'où l'intérêt justement de se retrouver, de se souder, de faire face à ces menaces. Manuel Valls a été décoré par le président du Niger, Mahamadou Issoufou. Les deux hommes se sont ensuite retrouvés pour évoquer le dossier Areva. Le groupe nucléaire français a récemment trouvé un accord avec le Niger sur l'exploitation des mines d'uranium. L'autre actualité de ce dimanche, c'est la première élection libre et démocratique en Tunisie. Ce dimanche, plus de 5000 électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leur futur président parmi les 22 candidats en course pour le fauteuil présidentiel. Un scrutin suivi par près de 27 000 observateurs accrédités. Sera dans la mémoire de toute une nation. La Tunisie vote pour la première élection présidentielle libre et démocratique de son histoire. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. 27 000 observateurs ont été accrédités pour vérifier le déroulement de l'élection. Émus et apaisés, les Tunisiens votent dans le calme. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important. J'espère que j'ai fait le bon choix et j'espère que les gens savent qui choisir pour que la Tunisie devienne un meilleur pays. Leur choix, les Tunisiens le font parmi 22 candidats, mais d'ores et déjà l'un d'entre eux est donné favori. Le voici, Béjid Kaïd Essebsi, ancien ministre de Bourguiba. Son parti laïque Nida Tounes est le vainqueur des législatives en octobre. L'ambiance festive lors de son meeting à Tunis laisse-t-elle présager sa victoire? Son principal rival, c'est lui, le président sortant Monsef Marzouki, opposant historique au régime de Ben Ali. Son parti, le Congrès pour la République, a subi un échec aux dernières législatives en remportant seulement 4 sièges sur 217. Ennahda, deuxième force politique du pays, n'a pas présenté de candidat à la présidentielle. Les islamistes ont-ils pris peur de se heurter à la difficulté de l'exercice du pouvoir ou soutiennent-ils, sans le dire officiellement, Monsef Marzouki, le président sortant? 4 ans après la Révolution, les Tunisiens ont acquis le droit de choisir leur président et veulent désormais s'ériger en modèle. On est fiers d'être le pays le plus démocratique du monde arabe. La Tunisie est le seul pays du printemps arabe à ne pas sombrer dans la guerre civile et le chaos. Sa société civile et ses institutions lui ont permis de résister aux turbulences de sa révolution. Près de 5 millions de Tunisiens étaient donc appelés aux urnes ce dimanche pour élire un nouveau président. Au Togo, le 31 décembre prochain, les projets de l'ONG internationale Born Fonden à Saint-Cassé et à Dapahan, dans les savanes, seront clôturés après 22 ans d'activité. L'organisation a réuni les acteurs et partenaires avec lesquels elle a travaillé pour un bilan des activités menées. Désiré à l'œil. L'ONG Born Fonden, depuis 22 ans, réalise dans la région des Savanes, notamment à Dapan et à Saint-Cassé, des activités sociales volontaires. Un projet basé essentiellement sur la protection de l'enfant et la santé maternelle en général. C'est le projet m'a pris en charge depuis le CP1 jusqu'à ce que j'ai eu mon bac aujourd'hui. Et si je suis malade, c'est le projet qui prend en charge. Et chaque fin d'année, le projet me fait un bilan de santé. À Saint-Cassé ici, nous femmes de Saint-Cassé, à l'aide de sensibilisation de Born Fonden, au niveau de santé, accouchement, naissance espacée, à laisser que nous ne trouvons pas assez de Kosokor. Et nous, femmes même, on peut rentrer en public. Après 22 ans de service, l'ONG danoise qui se retire progressivement fait le bilan. Nous sommes investis beaucoup dans l'éducation, dans la santé, dans les activités génératrices de revenus qui permettent aux parents de mieux s'occuper de leurs enfants. Et encore le dernier thème qu'on appelle enfants et développement, mais qui pour nous concerne surtout la protection de l'enfant
Pour assurer la continuité du projet, des comités post-désaffiliation sont mis en place. La Convention des femmes pour unir, section COSA, continue de célébrer le 2e anniversaire de la naissance du mouvement. Elle a organisé au Palais des Congrès de Kara une conférence-débat sur le thème « Rôle des femmes dans le développement socio-économique et politique des pays africains ». Nestor Mozo. La section de la COSA, de la CFU, Convention des femmes pour unir, n'a pas fini de célébrer le 2e anniversaire de la naissance de sa famille. Au nombre des activités commémoratives, une conférence débat. Celle-ci a porté sur le rôle des femmes dans le développement socio-économique et politique des pays africains. Ce qui a retenu vraiment l'attention, c'est de présenter les pesanteurs socio-économiques, les pesanteurs qui empêchent les femmes de contribuer effectivement au développement. Parmi ces pesanteurs, on note les violences qui sont faites aux femmes qui persistent. On note les coutumes, la culture. Donc c'est de relever les différentes difficultés et amener les femmes à prendre conscience pour qu'elles puissent participer aux différents mouvements, aux luttes pour que leur voix soit entendue. Les responsables de la CFU COSA ont couplé au thème central une autre préoccupation. Elles ont sensibilisé les militantes sur la nécessité d'œuvrer pour la préservation du climat de paix que vit le pays. Nous les femmes, c'est dans notre intérêt de cautionner toute politique qui prône la paix. Donc nous avons vu ça dans le Parti uni. Voilà pourquoi nous avons créé le mouvement, notre mouvement Convention unie, pour soutenir la politique de paix prônée par son président Faure Gnassingbé. Toujours pour marquer ce 2e anniversaire, la CFU COSA a partagé un repas avec une 50aine d'enfants en situation difficile. À Lomé, c'est le mouvement pour unir MFU de la zone 8 qui était face aux femmes des marchés d'Aguanivé, Kakaveli et Achanvé. Au centre des échanges, le devoir de ces femmes commerçantes de maintenir leur environnement, c'est-à-dire leur lieu d'activité commerciale propre. Kwasi Glé, Florence Quickpass et Rachel Ao. Le civisme et la citoyenneté, des valeurs autour desquelles ces femmes du marché d'Aguenivé et des marchés environnants ont été sensibilisées. Elles ont été appelées à poser des actes responsables pour le maintien de la paix et la culture de la tolérance dans leurs différents milieux. Il est de notre devoir d'entretenir tout ce que le gouvernement fait. Donc nous avons sensibilisé les femmes sur leur devoir à faire. On sensibiliser les femmes aussi sur la révision des listes électorales. Il est de leur devoir de voter. Cette sensibilisation vise à rappeler aux femmes de cette localité le respect des premiers samedis du mois dédiés aux opérations Togo propres. Ces femmes ont été également conviées à se mobiliser pour le recensement prochain dans le contexte de la présidentielle de 2015. La communauté catholique a célébré ce dimanche la solennité du Christ roi. Cette fête marque ainsi la fin de l'année liturgique et annonce les temps de l'Avent, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ. C'est à travers une procession du Saint-Sacrement que prêtres, religieux et fidèles ont honoré l'universalité du Christ roi des rois. L'ambiance à Lomé avec Augustin Kossi et Aimé. À travers leur traditionnelle procession dans les rues, les chrétiens catholiques ont célébré ce dimanche le Christ, roi de l'univers. Des cortèges provenant de diverses paroisses ont drainé plusieurs fidèles dans les quartiers au rythme de chants de louanges et de prières, avec des escales ponctuelles au niveau des reposoirs. L'acte consiste aussi à exhiber sa foi en face du monde, avec une certaine fierté et dévotion au Saint-Sacrement. Nous parlons de la fête du Christ roi, l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous attend un jour au ciel, là où il est roi pour toujours. Il est le roi dans toutes choses. Il est le roi dans le monde. Il est le roi dans le Togo. Et tout ce que nous faisons, Jésus-Christ est au-dessus de tout.
Selon la tradition catholique, cette fête est instituée par le pape Pie XI au XXe siècle. Elle évoque la royauté et l'universalité du Christ. Le programme roi, qu'il est l'auteur de tout l'univers, notre création, les créatures. Donc, c'est un louange, une reconnaissance. Célébré le dernier dimanche de novembre, la solennité du Christ roi de l'univers met fin à l'année liturgique en cours et annonce le temps de l'Avent qui prépare les fidèles à la naissance du Christ. 4e édition de la Biennale de la mode au Togo. L'épilogue, c'était cette soirée de défilé hier présentée par 20 stylistes et créateurs de mode venus de l'Afrique et du Togo. Placée sous le thème d'une génération à une autre, l'excellence est partagée. La manifestation coïncide avec la célébration des 30 ans de carrière de la Griffe Bamondi, promotrice de la Biennale. Augustin Kossi, Esther Laclé. Abbas du Bénin, le Ghanéen Patrick Assanté, Lamine Diaz du Sénégal, Simone la Burundaise, les Togolaises Elima et Chris de Mans. Ce sont quelques-uns des stylistes qui se sont donné rendez-vous à la Biennale de la mode togolaise. La 4e édition coïncide avec les 30 ans de carrière de la promotrice Bamondi. Les jeunes talents sont là, la relève assurée, puisque vous avez vu, ils ont rivalisé d'imagination, je n'en croyais pas. Du côté des stylistes, malgré les efforts, la mode africaine a encore beaucoup de défis à relever. C'est à nous de travailler dur, c'est à nous de travailler dur. Il faut qu'on comprenne que l'Afrique, c'est la Chine de demain. La barre est assez haute. Et il faut que les femmes togolaises aussi se battent pour faire de vraies formations de stylisme. Le public a répondu présent à ce spectacle subdivisé en 4 tableaux. Ces genres d'initiatives comme Bimode sont une aubaine pour nos stylistes modélistes de s'exprimer. La mode africaine en plein essor contribue de plus en plus au développement du continent noir et il est primordial de la promouvoir. Grâce à son talent et à sa ténacité, la promotrice a su inscrire Bimode dans les grands rendez-vous de la mode nationale et continentale, faisant aujourd'hui du Togo un des grands centres de la mode africaine. Maziaka a joué le style épuré du blanc, symbole de la paix, des créations entièrement conçues au Togo, des styles inspirés du traditionnel chez Abbas Bello du Bénin. Beaucoup de pagnes cette année avec des stylistes comme Fanny Maziba du Congo, Elima Edkrea Style et Crédania du Togo avec des modèles sexy et colorés. Sonia Kloff du Bénin a choisi de travailler le batik et la dentelle d'Alençon. Franco Di Melo du Togo a mis en avant les coupes masculines. Au total, une vingtaine de stylistes, 12 jeunes créateurs et une quarantaine de mannequins ont répondu à l'appel de Bimode 228 qui a une fois encore révélé les richesses et la diversité de la mode noire. Et c'est sur ces belles images que se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Le site culturel Koutamakou fête ses 10 ans cette année. Ce soir, gros plan sur un autre attrait de ce site pittoresque, la femme Otamari, son être et son paraître. Première élection libre et démocratique ce dimanche en Tunisie. Plus de 5 millions d'électeurs étaient aux urnes pour choisir leur futur président parmi les 22 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. Et puis fin hier de la 4e édition de la Biennale de la mode au Togo, Bimode 228. L'apothéose a été marquée par le défilé des créations de 20 stylistes qui ont partagé l'excellence d'une génération à une autre.